Crime, histoire vraie. Sid Ahmed Rezala, le tueur des trains. Peut-on faire parler les morts? La réponse à cette question paraît évidente. Et pourtant, la justice aimerait bien que ce soit le cas. Par respect pour les familles des 3 victimes. 3 femmes qui ont eu le malheur de croiser la route d'un tueur nomade. Impulsif, violent et violeur multirécidiviste. Sid Ahmed Rezala, surnommé le tueur des trains, se donne la mort dans sa cellule de prison sans avoir avoué les meurtres de Isabelle Pic, 20 ans, Émilie Bazin, 20 ans, et également Corinne Caillot, 36 ans. Pourtant, de nombreux indices laissent supposer qu'il était coupable. Et c'est cette culpabilité qui l'a sans doute poussé au suicide. Emprisonné au Portugal, il refuse son extradition en France. Il encourt une peine à perpétuité pour la sauvagerie dont il a fait preuve. Une des victimes a été défenestrée d'un train lancé à grande vitesse. Une autre sauvagement assassinée dans une cave. Et la 3e s'est vidée de son sang dans les toilettes d'un train. Sid Ahmed Rezala, dit le tueur des trains, aura semé la terreur dans toutes les gares durant plus de 3 mois. À tel point que de nombreux voyageurs qui devaient prendre un train de nuit durant cette période ont annulé leur réservation. La célèbre écrivaine du crime de l'Orient Express nous avait pourtant prévenus. Il se passe parfois des choses terribles dans les transports en commun. Les contrôleurs peuvent en témoigner, tout comme cette affaire. Le voyage macabre de Rezala débute au bord de la ligne Limoges-Paris. C'est un train de nuit qui doit rejoindre la capitale au petit matin. Parmi les passagers se trouve Isabelle Pic, une jeune étudiante anglaise de 20 ans. Depuis la rentrée, elle étudie le droit à l'université de Limoges. Passionnée par la justice, souhaitant parfaire un français qu'elle étudie depuis des années, c'est l'occasion parfaite pour elle de préparer sa future carrière d'avocate. Ses proches sont d'ailleurs unanimes sur la question. Isabelle Pic est une carriériste. Elle accorde énormément d'importance à son avenir. Elle n'est pas du genre à agir sans réfléchir. C'est une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal, avec l'avenir devant elle. On aurait aimé que cette affirmation un peu simpliste soit vraie. Isabelle Pic a un petit ami. Celui-ci est resté en Angleterre pour poursuivre ses études. Malgré la distance, le couple est resté très uni. Isabelle est follement amoureuse et après avoir passé 1 mois à étudier le droit français, la solitude commence à lui peser. En 1999, Internet n'en est qu'à ses balbutiements. Il n'y a pas de webcam, pas de système de chat en direct. Les seuls moyens de rester en contact sont les lettres ou les appels téléphoniques. Et à l'époque, les frais de communication sont très élevés. Dans les années 1990, on pouvait se sentir facilement isolé. C'est sûrement pour cela qu'Isabelle Pic n'a pas pu s'empêcher de rejoindre son copain avant même le début des vacances scolaires. Pour cela, elle devait prendre 2 trains, le Limoges-Paris et l'Eurostar, qui lui permettraient de rejoindre Londres depuis la capitale française. Son voyage débute tard, dans la nuit du 13 octobre 1999. Le quai de la gare de Limoges n'est pas très fréquenté à cette heure aussi tardive. Il n'y a que quelques voyageurs solitaires. Parmi eux, un jeune garçon vient subitement de l'aborder pour lui demander l'heure. Isabelle Pic répond dans un français très élaboré. Le garçon, qui a la vingtaine, le teint bronzé et porte une casquette, semble tomber sous le charme de la jeune Britannique. La discussion se prolonge jusqu'à l'arrivée du train. Ils échangent quelques banalités sur le parcours de la jeune fille, et le garçon raconte un peu son histoire. C'est un voyageur qui aime se promener un peu partout en France. Il prend des trains sans argent, en fraudant. Il veut voir autre chose que le quartier de Marseille où il a grandi. Isabelle se laisse embarquer par l'histoire du jeune garçon. C'est un peu le choc des cultures. Elle est promise à un statut social élevé. Lui est un petit banlieusard issu d'une famille pauvre. La future avocate a un caractère très humaniste, à tel point qu'elle se méfie peu de l'étranger. Ce dernier arrive à l'emmener dans un wagon reculé, loin des autres passagers, où ils vont s'isoler pendant un très long moment. La suite, personne ne la connaît vraiment. Tout s'est déroulé très vite, et sans témoin. Enfin presque. Seule une personne habitant près de la voie ferrée de la gare de Chabenay a entendu un cri déchirant dans la nuit. Probablement le dernier cri d'Isabelle Pic
avant que son corps ne rentre en contact avec l'un des pylônes qui bordent la voie ferrée. Ce qui s'est passé juste avant sa mort, on peut le supposer, grâce à l'incroyable reconstitution orchestrée par le célèbre cascadeur français Rémy Julienne. Aux environs de 4h10 du matin, heure à laquelle la montre d'Isabelle retrouvée à son poignet s'est arrêtée, le jeune garçon à la casquette chevauche la jeune étudiante, tandis que le bas de son corps est écrasé contre le rebord de la fenêtre du train. Tout le haut de son corps est déjà à l'extérieur. Il ne faut pas grand-chose pour la faire basculer complètement. Rien ne prouve qu'elle a été violée. En revanche, ce qui est certain, c'est que le cadavre ne portait pas de culotte. Isabelle Pic, le corps complètement désarticulé, a été découverte à moitié nue, son sweat remonté jusqu'à sa poitrine. Le reste de ses affaires, sa culotte, son pantalon, sa valise, sont retrouvés sur plusieurs kilomètres, le long de la voie ferrée, bien après la gare de Chabenay, où elle a trouvé la mort dans des circonstances dramatiques. À partir de ces informations, divers scénarios sont envisagés. L'homme à la casquette semble être un véritable psychopathe, et il va le prouver une seconde fois dans un train de nuit. Le Calais-Vintimille. Nous sommes le 14 décembre 1999. La France entière est encore sous le choc du meurtre sauvage d'Isabelle Pic. On n'a toujours pas retrouvé le coupable. Plus de 30 suspects ont été arrêtés. À ce stade de l'enquête, il reste encore 4 hommes sur la liste. Des passagers du train qu'a emprunté la jeune Britannique, dont ce fameux jeune homme à la casquette, qui a été aperçu en train d'aborder la jeune fille par des voyageurs. Un suspect qu'ils ne parviennent pas à retrouver. C'est dans ce climat de paranoïa que Xavier Cailleux emmène sa femme Corinne et son jeune fils à la gare de Calais. La mère de famille de 36 ans doit se rendre auprès de sa mère dans le sud de la France. Elle est très malade. Cette nuit-là, Xavier a un mauvais pressentiment. Il veut aider Corinne à s'installer dans son wagon couchette, le numéro 46. Un agent de train l'en empêche. Il n'a pas le droit de monter à bord, question de sécurité. Xavier n'a pas le temps d'embrasser une dernière fois Corinne alors qu'elle roule, sans le savoir, vers la mort. Vers 2h du matin, Corinne ressent l'envie pressante d'aller aux toilettes. Elle laisse son jeune fils profondément endormi sur la couchette voisine. Devant la porte des toilettes, elle croise le fameux suspect à la casquette. Celui-ci a l'air complètement perdu. Il a le regard vide et ne prononce pas un mot. Corinne ne se sent pas en sécurité. Elle ouvre la porte avec la ferme intention de s'y enfermer rapidement. Son agresseur ne lui en laissera pas le temps. Tout le monde dort, le contrôleur qui fait sa ronde est encore très loin du wagon, où Corinne est en train de se faire sauvagement poignarder à maintes reprises. L'assassin s'évanouit dans la nature. Mais cette fois-ci, il laisse de précieux indices derrière lui. À 2h54 précisément, le contrôleur tire la sonnette d'alarme. Il vient de faire la plus horrible découverte de sa carrière. Corinne Cailleux gît dans une mare de sang. Ses vêtements sont déchirés et son sac est à côté d'elle. Il n'a pas été vidé. Le chef de la sécurité ferroviaire fait arrêter le train à la gare de Dijon. Tout le monde est débarqué et les Dijonnais sont réveillés par un important dispositif policier. Ils ont enfin une identité. Le suspect est un jeune maghrébin d'une vingtaine d'années. Il s'appelle Sid Ahmed Rezala et pour l'heure, il ne porte plus de casquette. On a retrouvé la sienne à quelques portes du compartiment couchette de Corinne, au numéro 40. Le jeu de piste macabre est assez simple. Il suffit de suivre les traces de sang et ce n'est pas ce qui manque sur la scène de crime. Les policiers en trouvent sur les murs, les portes, la vitre de la cabine, la casquette de Rezala. Sans le savoir, le jeune homme vient de confesser son crime. Il ne manque plus que des aveux pour le condamner définitivement. L'enquête sur place ne donne rien. Il faut étendre le périmètre de recherche. Rezala semble avoir un certain goût pour les voyages en train. Son nom est en effet bien connu par le service ferroviaire, puisqu'il a accumulé 42 amendes impayées. Et cette nuit du 14 décembre, il s'est justement fait verbaliser.
Si la communication entre les gares avait été meilleure, Rezala aurait pu se faire arrêter bien avant. Dans la région de Châteauroux, les enquêteurs sont toujours sur la piste du tueur d'Isabelle Pic. Le signalement du jeune homme correspond bien à l'un des suspects. Rezala est officieusement reconnu coupable d'un double homicide. 3 jours plus tard, le 17 décembre 1999, un troisième meurtre lui est imputé. Celui de la jeune étudiante Émilie Bazin. Sa mort remonterait à plus d'1 mois, aux alentours de la fin octobre. Grâce à plusieurs témoignages, elle est officiellement reconnue au soir du 29 octobre. Ce nouveau fait divers sordide se déroule cette fois à Amiens, non pas dans un train, mais dans l'appartement même du tueur. Début octobre 1999, Émilie Bazin se laisse séduire par Sid Ahmed. Sid est surtout connu pour fournir les étudiants en marijuana. Émilie en est une consommatrice régulière. À cette époque, c'est une jeune fille un peu volage, qui préfère les relations éphémères aux véritables relations de couple. Elle sort avec 2 garçons en même temps. Sid est son troisième. Le futur tueur du train n'a pas l'intention de lui faire du mal. Du moins, pas au début. Ils se fréquentent régulièrement, fument du shit ensemble. Émilie se rend chez Sid quelques soirs de temps en temps, comme en témoigne le voisinage. D'habitude, ils sont assez discrets. Au soir du 29 octobre, c'est une toute autre ambiance. Émilie rentre d'une fête en compagnie de Sid. Il était convenu qu'elle passe le week-end chez son amant. Elle y passera finalement une bonne partie de l'automne, dans la cave. Ce soir-là, le jeune homme se montre violent. Il n'est pas comme d'habitude. Émilie ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Il est ivre, a beaucoup fumé, et est soudainement pris d'un appétit sexuel dévorant. Émilie refuse de coucher avec lui dans cet état. Elle n'aura pas le choix. Ahmed saute sur elle et déchaîne sa violence comme il l'avait déjà fait avec Isabelle Pic, 2 semaines auparavant. Sa force est telle que la jeune étudiante est obligée de céder. Elle n'est plus qu'un jouet qui se fait détruire petit à petit. Son viol dure une bonne dizaine de minutes. Les bruits provenant de l'appartement témoignent de sa violence. Pour faire taire ses supplications, son violeur la frappe à plusieurs reprises au visage. Elle commence à perdre connaissance. Sid Ahmed Rezala, le tueur des trains. Les choses auraient pu s'arrêter là. Mais le mal est fait. Ahmed ne peut pas laisser parler Amélie. Le jeune homme sait qu'il est récidiviste et il ne peut pas retourner en prison. Il se saisit alors d'une chemise en jean qu'il passe autour du cou d'Émilie et serre de toutes ses forces. À seulement 20 ans, il vient de faire sa 3e victime. On apprendra par la suite que sa toute première proie était un jeune garçon de 14 ans qu'il viole en 1995 dans un parking. À l'époque, Sid Ahmed Rezala allait tout juste avoir 16 ans. Lorsque le cadavre d'Émilie Bazin est découvert dans un état de décomposition avancé et que l'ADN retrouvé sur son corps se trouve correspondre à celui de Rezala, les enquêteurs savent que désormais, ils sont sur les traces d'un tueur en série, violeur, multirécidiviste. Sid Ahmed Rezala a la violence dans la peau. Une violence qui a pris possession de lui dès son plus jeune âge pour ne plus jamais le quitter. Il est né le 13 mai 1979 en Algérie. Dès sa plus tendre enfance, il ne connaît aucun moment de répit. Il grandit entouré de sa famille, de ses tantes et de ses nombreux cousins. La famille Rezala a très peu de moyens. Le foyer familial n'a rien d'épanouissant et l'école l'est encore moins. Sid Ahmed est très timide. Sa timidité fait de lui la tête de turc de la classe. Il vit l'enfer à chaque récréation et son enseignant n'intervient pas. Plus isolé que jamais, il essaye de se consoler auprès de sa mère. Cette dernière ne s'occupe pas de lui, l'esprit trop occupé par les problèmes d'argent de la famille. Durant les premières années de sa vie, c'est sa tante qui s'est le plus occupée de lui. À cause de cette séparation familiale, Ahmed doit vivre avec un très lourd secret. Il aurait été victime d'un viol collectif lorsqu'il avait 9 ans, agressé par des personnes de son quartier. Des adultes. Cette histoire, le tueur du train l'a confiée à un journaliste. Il est impossible d'attester de la véracité des faits. Mais si ce viol est avéré, pour de nombreux psychiatres, il pourrait expliquer, en partie, ses agissements.
Lorsqu'il arrive à Marseille en 1994, il a déjà un passé très violent. Au collège, il a la réputation d'être le mauvais élève de la classe. À l'adolescence, il est devenu plus imposant physiquement. Il passe donc rapidement de victime à tortionnaire. Il n'hésite pas à agresser gratuitement plusieurs de ses camarades et à les racketter. Ses parents désespèrent, ils n'ont aucune emprise sur lui. Son père, seule figure d'autorité, enchaîne les petits boulots. L'éducation familiale défaillante a de lourdes répercussions sur la scolarité du jeune garçon. À l'âge de 15 ans, il quitte définitivement les bancs de l'école pour les trottoirs de la rue. « 1995. C'est l'année noire pour Sid. Consommation de drogue, d'alcool, vol, faits de violence et viol. Pour son agression au parking de la gare Saint-Charles, il est jugé par le tribunal des enfants. Sa peine de prison effective n'est que d'1 an. Il est libre dès 1996. Au printemps de cette même année, il est parti pour ne pas recommencer. Il se lance dans une formation en pâtisserie. Au restaurant qu'il emploie, c'est un travailleur modèle, très appliqué. Rien ne laisse penser que ce jeune homme a commis un viol et plusieurs faits de délinquance par le passé. Malheureusement, les félicitations de son patron ne suffisent pas. Il replonge dès le 27 février 1997, toujours à la gare Saint-Charles. Il vole une montre. Un délit mineur, cette fois-ci, mais un délit de plus sur son casier judiciaire qui s'allonge petit à petit. Est-il donc impossible de le raisonner? Même les femmes n'y parviennent pas. Cette même année de 1997, il fait la connaissance de Nadia, une jeune fille de son âge avec qui les choses s'emballent très vite. Auprès d'elle, il recherche un peu d'équilibre, au point d'accepter de lui faire un enfant. Rezala aurait sa propre famille à soutenir. Cela devrait lui apprendre le sens des responsabilités. Mais même au nom de sa future petite-fille, il ne parvient pas à lutter contre sa nature violente. L'année de naissance de son enfant, il agresse 2 agents de train et retourne en prison. Lorsque Nadia apprend que le père de sa fille a été jugé pour viol sur ses codétenus, elle le quitte. Le 29 juin 1999, elle retrouve un bref instant son ancien compagnon à Amiens. Il vient d'obtenir un nouveau geste de clémence de la part de la justice. Sid Ahmed est autorisé à voir sa fille une toute dernière fois, avant de s'évanouir à nouveau dans la nature. Rezala est un tueur en errance. Et c'est là toute la difficulté pour les policiers. Depuis la découverte du corps de Corinne Cailleux, l'homme semble avoir été aperçu dans de nombreuses gares à travers la France et en dehors du pays. Les festivités de Noël se préparent dans la peur. Le mandat d'arrêt est lancé dans 13 pays européens et dans les 3 pays du Maghreb. Il est fort probable que Sid Ahmed soit allé en Belgique, dont sa mère est originaire. Au moment où les enquêteurs envisagent cette hypothèse, on le signale à la frontière suisse. Il aurait pris part à une bagarre avec 2 autres voyageurs alors qu'il tentait de leur dérober de l'argent. Les faits qui lui sont reprochés collent parfaitement avec son profil. Pendant ce temps-ci, c'est l'incompréhension du côté de la famille des victimes. Comment un homme aussi dangereux a pu retrouver sa liberté aussi facilement? Pourquoi n'était-il pas placé sous haute surveillance après les nombreuses agressions qui se sont succédées entre 1997 et 1998? Le problème réside peut-être dans les plaintes. Les codétenus qui affirment avoir été abusés sexuellement par Rezala ont retiré leurs plaintes. Étaient-ils sous pression? Avaient-ils peur? Sid Ahmed a aussi énormément de chance. Au fil des années, la justice ne le considère plus comme un criminel sexuel, mais plutôt comme un petit délinquant en manque de repères. Une erreur de jugement qui conduira à un terrible drame. Et pendant que l'on s'interroge sur les nombreuses défaillances de cette affaire, le tueur du train attend sagement dans une cellule à Madrid. Il a été arrêté en Espagne pour une simple affaire de vol à l'étalage. Comme il n'a aucun papier sur lui, les policiers espagnols ne connaissent pas son identité. En cette période de Noël, ils n'ont peut-être pas envie d'entamer une longue procédure pour un simple vol. 3 jours plus tard, l'homme le plus recherché d'Europe est relâché. La police française n'est pas au courant de son petit séjour en Espagne, ce qui laisse le temps à Sid Ahmed de sauter dans un nouveau train,
direction le Portugal. Le 27 décembre 1999, sans papier, il parvient à se rendre à la gare de Santa Apollonia de Lisbonne. Il erre pendant quelques jours dans la capitale. Lisbonne s'apprête à fêter le Nouvel An. Une bonne occasion pour Cid Ahmed de commettre quelques vols à l'étalage, et pourquoi pas, de faire une rencontre dont il pourrait profiter pendant quelque temps. Cette personne s'appelle Armando. C'est un homosexuel de 42 ans, particulièrement attiré par le teint exotique du jeune Cid Ahmed. Rezala n'a jamais affirmé sa véritable identité sexuelle. Il semble autant apprécier la compagnie des femmes que des hommes. Les deux amants passent ensemble la nuit du 31 décembre. Chacun semble heureux de cette relation. Armando s'est trouvé un partenaire sexuel jeune, et Cid Ahmed, une personne qui peut l'héberger et le nourrir gratuitement. Sa situation reste très instable, il le sait. Il passe les premiers jours de l'année 2000 à réfléchir à un véritable plan d'évasion pour être tranquille avec la justice. Il songe aux îles Canaries, proches du Maroc et du Sénégal, et qui appartiennent au gouvernement espagnol. Des îles où il fait bon vivre toute l'année. Une planque parfaite pour se faire oublier. Il parle de son projet à Armando et le convainc de lui acheter un billet aller simple pour Tenerife, en partance de Madrid. Ça y est, Rezala a ce qu'il voulait. Il a les billets. Dans quelques jours, il va prendre le train pour Madrid. Dans quelques jours, il va s'envoler vers une destination de rêve et refaire sa vie, probablement dans un restaurant ou dans une boulangerie. Il n'a rien oublié de sa formation et se révèle toujours aussi doué. Son rêve s'effondre lorsque la police frappe à la porte du logement d'Armando. Il est arrêté sous les yeux de son amant, qui n'a jamais su quel monstre dormait dans son lit. C'est la fin de la cavale pour Rezala. La police est parvenue à le localiser grâce aux nombreux appels qu'il avait l'habitude de passer à sa famille en France. Il entame le 21e siècle dans une cellule de la prison de Lisbonne, en attendant son procès qui doit se dérouler en France. Il sait que s'il est jugé là-bas, il ne sortira plus jamais de détention. Par chance, il est sauvé par la Constitution portugaise. Celle-ci refuse toute extradition si le suspect est condamné à la peine à perpétuité. Alors qu'il se pense tiré d'affaire, en mars 2000, son pays d'accueil persuade le gouvernement portugais d'extrader Rezala, car sa peine n'est estimée qu'à 30 ans de prison. Vérité ou coup de bluff, pour Rezala, c'est du pareil au même. Il préfère en finir plutôt que d'affronter ses accusateurs. Le 28 juin 2000, il met le feu à sa cellule et meurt par asphyxie. Ses dernières paroles sont recueillies par sa famille au travers d'une ultime lettre. « J'ai tout perdu dans la vie. Il ne me reste qu'à la rendre au Créateur. » Le tueur des trains aura choisi la fuite, même dans ses derniers instants.